On repart avec Olivier Dellenbach qui est avec nous. Bonjour Olivier. PDG de Chaps Vision. Et alors, l'équipe de communication qui vous entoure, et c'est très bien d'ailleurs, tiens, un petit message d'ailleurs, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, voilà. Faut nous raconter des histoires, voilà. Et l'histoire qu'on raconte autour de vous, et qui m'a intéressé, Olivier, c'est que on vous présente comme celui qui a l'ambition de créer le Palantir français. Alors, il faut dire un mot autour de Palantir, pour ceux qui ne connaîtraient pas Palantir, même si je pense que quand même, ceux qui regardent, qui écoutent Bismart, c'est venu jusqu'à eux. On est au confluent avec Palantir d'une entreprise visiblement très efficace, notamment sur le traitement de la data, mais on va en reparler, hein, et du big data, des masses de data, et puis quand même, il faut bien le dire, d'une forme de complotisme soft, d'une forme de secret, avec lequel d'ailleurs Palantir adore jouer. Juste un petit détail, Palantir, donc société américaine, fondée par un gars un tout petit peu sulfureux, milliardaire, qui s'appelle Peter Thiel. Et Peter Thiel est un entrepreneur incroyable, hein. Il a fondé PayPal avec Elon Musk. Mais aujourd'hui, il est aussi le premier contributeur de ce qu'il y a de plus extrémiste du côté du Parti républicain. Et il trouve que Trump est un peu soft, quoi. Voilà, pour vous donner un petit peu l'idée de Peter Thiel. Et juste pour finir là-dessus, c'est juste pour présenter, Palantir travaille avec la DGSI, hein, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, l'antiterrorisme français, avec une plateforme qu'ils ont appelée Gotham. Voilà. C'est juste pour résumer l'espèce de petite ambiance qui tourne autour de votre métier quand même aujourd'hui, Olivier. On est là-dedans et on est dans cette idée, donc, cyberintelligence. Est-ce qu'on est dans l'idée d'aller entreprendre une forme de guerre économique ou une nouvelle forme de guerre économique, puisque c'est ça un petit peu, hein, qui plane autour de Palantir et autour de l'ensemble des projets qui sont aujourd'hui sur la table. Alors je pense que vraiment l'objectif pour nous, c'est de doter la France, de doter l'Europe d'une solution logicielle, une plateforme à même de traiter justement cette problématique de défense des intérêts souverains de la France et de l'Europe voilà, face aux agressions. Donc c'est le cœur du sujet. Palantir fait très bien le job, mais c'est un produit américain. Doit-on s'appuyer sur une solution américaine pour protéger nos intérêts les plus essentiels, hein. La donnée, c'est l'or noir du XXIe siècle. Le XXe siècle, l'or noir, c'est les États-Unis qui l'ont dominé. Est-ce qu'au XXIe siècle, est-ce que la data doit être dominée par les Américains? Je pense que non, et je pense que c'est vraiment important qu'en France, on ait des solutions souveraines. De quoi est-ce qu'on parle? C'est-à-dire, quel est le nerf de cette guerre de la data? Est-ce que c'est l'accès aux données? Est-ce que c'est la puissance de calcul? Est-ce que c'est les capacités d'analyse? C'est quoi le nerf de la guerre? En fait, dans la chaîne de création de valeur à partir de la donnée, il faut le voir un peu comme un continuum entre une capacité de collecte qui existe. Hein, on peut collecter. Une personne dans le monde génère à peu près 2 millions octets de données par seconde. 2 millions octets, ça ne parle pas beaucoup. Non, alors je vais vous donner un parallèle, c'est à peu près un livre de 4000 pages. D'accord ? Donc chaque seconde qui passe, chaque individu dans cette planète génère l'équivalent en termes de volume d'un bouquin de 4000 pages. D'accord ? C'est un volume de données considérable. Vous laissez, en tant qu'individu, une trace en termes de données absolument considérable. Ces données, tout n'est pas conservé. On considère qu'il y a à peu près 2% de ces données qui sont conservées dans des hébergeurs. Et ça, c'est un problème qui est assez bien résolu. Malheureusement, très américain, hein, c'est les GAFA, c'est les grands hébergeurs. Le problème est quasiment perdu pour l'Europe. On espère encore un peu sauver les meubles. Ce qui reste, c'est la suite, c'est le traitement de ces données. Les données sont stockées, mais qu'en fait-on après ? Or, une partie gigantesque de ces données sont stockées sous forme complexe. C'est pas juste des tables, des bases de données. C'est des images, c'est de la visio, c'est des films, c'est des fichiers complexes. Extraire de l'information utile pour ensuite permettre à un enquêteur, à un investigateur d'aller retirer vraiment l'information qui est utile, c'est le cœur, quelque part, dans lequel on se positionne. C'est le cœur de ce que fait Palantir, c'est le cœur de ce qu'on essaie de faire, et c'est le domaine dans lequel, en France, on peut fournir des alternatives qui sont vraiment crédibles par rapport aux produits américains. Donc, si je reprends ton image du pétrole, c'est le raffinage. Exactement. C'est un peu... voilà, on va dire que l'extraction du pétrole... on a perdu cette bataille-là, alors. On a perdu cette bataille. Vraiment, on a perdu cette bataille-là, Olivier. Je pense qu'on peut encore sauver les meubles. Ouais. Et je pense qu'avec des programmes soutenus, tant au niveau en France qu'en Europe,
on peut encore sauver les meubles. Mais on est plutôt en train de parler de sauver les meubles. Alors que dans le domaine du traitement de la donnée, là, on a une force phénoménale en France, c'est la qualité de nos ingénieurs, qui est reconnue partout dans le monde. Le traitement de la donnée, c'est un travail d'ingénieur, d'informaticien, pour construire des programmes complexes. C'est le cœur de notre savoir-faire en France. C'est vraiment les domaines dans lesquels on peut se battre contre les Américains. Ils sont pas mauvais non plus, les ingénieurs américains. Bien sûr. Oui, enfin voilà, je ne sais pas si on a vraiment un avantage concurrentiel là-dessus par rapport à eux sur la formation de nos élites, voilà, je vais le dire comme ça. Je pense, et d'ailleurs... Notamment nos élites mathématiques. Je pense, oui. Parce qu'on parle bien de mathématiques, là. Je pense qu'aujourd'hui, encore, on a, à travers tout le système des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles, etc., on a aujourd'hui un savoir-faire extraordinaire. D'ailleurs, c'est pas pour rien que souvent, d'ailleurs, les grandes sociétés américaines recrutent en France, voire construisent des labos en France pour pouvoir attirer ces compétences. Et je vais juste donner un exemple parce qu'en fait, il se trouve que je l'ai appris hier, je discutais hier avec un certain nombre de directeurs de la compliance de grandes banques. Mm-hmm. Et c'est intéressant, Poutine attaque l'Ukraine, voilà. Surprise générale, et en quelques heures, autre surprise générale d'ailleurs, les Européens se mettent d'accord pour prendre des sanctions, qui sont des sanctions qu'on n'avait encore jamais vues, et on a tous suivi cette histoire, notamment avec le système SWIFT. Et tout à coup, l'ensemble de ces patrons de compliance de grandes banques, il faut qu'on coupe tous nos liens avec la Russie. Où sont nos liens avec la Russie? Qui est qui? Et est-ce que ce client... On est là-dedans, exactement, hein, Olivier. C'est-à-dire, et il racontait que pendant plusieurs heures, ils étaient dans l'incapacité, finalement, de savoir si l'ensemble de leurs clients avaient ou pas, à un moment ou à un autre, des liens avec la Russie. Et c'est aujourd'hui ce monde-là auquel il faut faire face. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette information, elle existe. Trop d'informations tue l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une capacité, et les entreprises ont une capacité à collecter des volumes absolument considérables de données. Elles le font, elles le stockent, mais en réalité, leur capacité actuelle technologique à extraire de la valeur et une information utile rapidement, en temps réel, sur ces informations, c'est très difficile pour elles. Elles n'y arrivent pas. Déjà, technologiquement, les cas d'usage, ils ont du mal à les décerner. Et finalement, le gros enjeu pour nous sur les prochaines années, c'est, au-delà du stockage, d'aider nos clients, alors que ce soit des entreprises, que ce soit des services gouvernementaux, à traiter ces données qui sont gigantesques en termes de volume, et à pouvoir extraire l'information utile à une prise de décision. Est-ce que la taille est importante? C'est-à-dire, Palantir, ils sont là. Et puis ils sont bel et bien là, donc je disais, à la DGSI, hein, quand même. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, de la même manière qu'on dit que les moteurs de recherche, par exemple, sont absolument impossibles à rattraper, parce que la taille, l'historique est trop important, est-ce que là, la taille est importante pour vous? Je pense que la taille est importante, hein, et je pense que... Oui, mais alors là, ça veut dire que tu pars avec des coups de retard considérables par rapport... Pas du tout. Il y a plein de raisons pour lesquelles je pense que la bataille n'est loin d'être perdue, et au contraire, on peut... Alors, aujourd'hui, on navigue en France un peu entre deux extrêmes. Vous avez les très gros groupes, souvent des intégrateurs, hein, on parle des Atos, Thales, Capgemini, Sopra, etc. Et puis à l'autre extrémité, vous avez, qui sont d'ailleurs les partenaires naturels des grandes entreprises, d'accord, qui ne sont pas des éditeurs logiciels, c'est des intégrateurs. Absolument. Et à l'autre extrémité, vous avez une myriade, dont on est très fiers d'ailleurs, de petites sociétés, des startups, la French Tech, etc., etc. La réalité, c'est que ces sociétés sont trop petites pour pouvoir adresser des problèmes complexes et finalement ne rassure pas le client. Un client a besoin d'avoir en face de lui un gros partenaire. Nous, notre ambition au niveau de Chapvision, c'est de créer ce que j'appelle cette entreprise de taille moyenne. C'est-à-dire qui a à la fois, je dirais, la taille suffisante pour être crédible vis-à-vis des gros des clients, hein, qui ont envie de travailler avec des entreprises qui ont quand même une certaine superficie, mais en même temps qui gardent quand même l'agilité, la flexibilité et le savoir-faire de développement logiciel des petites startups. Et c'est un peu comme ce qu'on disait dans le monde de l'industrie, la force de l'Allemagne avec ses grosses PME industrielles. Dans le monde du logiciel, ce dont on a besoin en France, c'est ces grosses PME qui fabriquent du logiciel. Le Mittelstand digital. Exactement. Et je pense que notre objectif au niveau de Chapvision, c'est de créer en fait cette entreprise de taille moyenne qui est capable de prendre des problématiques complexes, de les traiter, mais en même temps en étant super agile, super flexible, parce que la technologie, en particulier le soft, ça bouge tout le temps, quoi. Au bout de 2 ans, vous ne construisez pas du logiciel comme vous construisez un porte-avions, quoi. Un porte-avions, ça s'amortit sur 30 ou 40 ans. Un logiciel, en 2 ans, c'est devenu ringard, quoi. Olivier, on parlait des cloud providers,
celui qui a eu la même démarche que toi et qui est arrivé d'une certaine manière, c'est Octave Klaba et c'est OVH. Voilà, exactement. OVH Cloud existe, il est là. Et pourtant, tu le vois sur les grands enjeux, y compris d'ailleurs, on en a beaucoup parlé ici, le Health Data Hub, nos données de santé. Il y a une forme de défiance et j'ai l'impression que les autorités et les grands clients garderont, peut-être pour l'éternité, une forme de défiance vis-à-vis de cette ETI parce que c'est une ETI. Est-ce que tu n'as pas peur de ça ? Je pense que c'est vrai pour l'hébergement, ce n'est pas vrai pour le traitement de la donnée. Parce que le traitement de la donnée, c'est un domaine dans lequel, certes, un Palantir a de l'avance, mais c'est une avance qui n'est pas si considérable que ça. C'est-à-dire, tu n'as pas un sujet d'infrastructure, toi, par Non, exemple, exactement. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de déployer des serveurs partout. Il n'y a pas des coûts d'investissement dans des infrastructures sophistiquées. Le logiciel, c'est des très bons ingénieurs qui travaillent ensemble. En plus, vous avez aujourd'hui, comme je le disais, le logiciel se déprécie très rapidement, en fait. Donc, un Palantir qui a construit ses stacks logiciels il y a 10 ans, une bonne partie n'est plus si moderne que cela aujourd'hui. Oui, ils avancent beaucoup. Et alors, ils ont les moyens de le renouveler. J'ai appris hier, la moyenne d'âge de l'entreprise, quand même, Palantir, c'est 28 ans. Donc ça veut dire que les gars... Oui. non, mais ils ont beau être là depuis 10 ans, ils s'en croûtent pas, quoi. Non, c'était juste pour... Après, c'est un choix aussi au niveau... C'est un choix vraiment de la France, de l'Europe, de choisir ses batailles. Et c'est une bataille que l'on peut encore gagner. D'accord ? Que l'on peut encore gagner. Comment faire une société de taille intermédiaire en France ? Comment Palantir est devenu gros très rapidement, de façon très simple, ils ont eu un gros client, c'est les services secrets américains qui lui ont accordé très tôt au début de son développement des crédits. Des contrats, pas de la subvention, pas des aides, vraiment des contrats importants. Et donc, moi, mon message aujourd'hui est très simple. Si l'État français veut se doter d'une société importante, capable de concurrencer Palantir en France, et on en a besoin, et en Europe, il faut lui donner des contrats qui lui permettent de se développer. L'argent existe. Simplement, aujourd'hui, ces contrats ne sont pas... C'est difficile de les donner à des petites startups parce que se posera immédiatement la question de leur capacité à le déployer. Les grandes entreprises vont continuer à faire leurs porte-avions. Ouais, puis là, de toute façon, elles n'existent pas. Dans ton domaine, elles n'existent pas. Donc le problème est réglé. Aujourd'hui, notre projet à nous, Chabvision, c'est faire cette société. Ça nous rapproche d'OVH Cloud encore, parce que c'est la grande phrase de Michel Paulin, le directeur général d'OVH. On n'a pas besoin de subventions, on a besoin de contrats. Absolument. C'est sa grande Exactement. Et les contrats existent, et l'argent existe. Ce qui est aussi quelque chose de très important. Là, toi, tu fais pour l'instant de la croissance par acquisition. Tu fais une sorte de build-up. Oui. Alors raconte un petit peu, je crois que c'est 9 acquisitions, c'est ça, sur ces dernières années ? En fait, on fait 2 choses en parallèle. La première chose, c'est qu'on développe depuis maintenant 3 ans cette plateforme de traitement massif de données. C'est un énorme effort de R&D. On a recruté le gratin des développeurs qu'on pouvait trouver sur ces thématiques-là. Voilà. Et en même temps, comme je le disais, il y a un problème de taille critique. Et le meilleur moyen d'accélérer le temps, c'est quoi ? C'est d'acheter des sociétés qui ont un vrai savoir-faire, des technologies, des ressources super smart. C'est compliqué de développer des équipes, de recruter des gens. Mais enfin, quand vous achetez une société, vous recrutez immédiatement des gars super smart. Il faut qu'ils restent. Et après, justement, leur vendre un projet. Voilà. Et en fait, nous, ce qu'on vend, c'est ce projet de construction ensemble d'un éditeur de référence européen. On veut être l'éditeur de référence européen dans le traitement massif de la donnée. Ça, c'est notre ambition. Et c'est une ambition qu'on a démarrée en 2019. On s'est donné 5 ans, 2024, pour atteindre cet objectif. Et ça passe effectivement par le développement de cette plateforme. C'est attendre de l'État qui nous apporte des contrats pour pouvoir continuer à nous développer. Et ensuite, acquérir des sociétés pour atteindre cette taille critique et rentrer dans un cercle vertueux, l'État pouvant nous faire confiance parce qu'on est suffisamment gros, pour pouvoir être crédible. Et en plus, c'est d'autant plus important que c'est le domaine dans lequel on pourra mettre une boîte tech dans le CAC 40 dans les 4 ou 5 ans. La dimension européenne, elle existe ? Bien sûr. Notre territoire naturel de souveraineté, c'est l'Europe. Et il n'y a pas, j'en sais rien, en Allemagne, en Pologne,
Pologne, je sais pas où. Un entrepreneur qui a les mêmes ambitions que toi peut-être aujourd'hui. Ouais, d'accord. Il n'a pas aujourd'hui une taille significative pour que tu le connaisses sur le marché. Et je l'espère. Il faut qu'on soit dans un environnement concurrentiel. Maintenant, notre stratégie aujourd'hui, elle est de nous développer de façon très agressive, non seulement en France, mais en Europe, en faisant la même chose. C'est difficile d'aller en Allemagne. Je dirais pour un Français. D'ailleurs, très peu d'éditeurs de logiciels français ont réussi en Allemagne. Le seul moyen de réussir, c'est quoi? C'est de faire exactement nos stratégies en France, c'est-à-dire d'acheter des sociétés partout en Europe pour avoir une tête de pont. Voilà. Donc notre projet aujourd'hui, c'est de construire notre plateforme, la déployer, faire des acquisitions pour atteindre la masse critique, pour ouvrir des marchés. L'Europe, c'est un marché gigantesque, il faut acheter en Europe et pouvoir installer en fait ShapsVision comme étant l'éditeur de référence en Europe dans le domaine du traitement de la donnée. Et ces acquisitions se font par échange de participation? Ça veut dire que tu arrives à faire grossir le projet sans que ça coûte non plus aujourd'hui une fortune à l'entreprise et à l'entrepreneur à succès actuel d'ailleurs, parce que vous avez fondé une première entreprise qui a été bien revendue, je crois. Oui, en fait, l'idée, c'est de ne pas faire une espèce de holding, d'acquisition, etc. C'est vraiment de faire un groupe totalement intégré. Donc, on rachète 100% des sociétés, on met en place des plans de motivation pour que les managers, les collaborateurs d'entreprise soient super solidaires de ce projet. On vend ce projet aux collaborateurs. Quand on approche une entreprise, voilà, on le vend, le projet. Et ce projet, il est super bien perçu parce qu'il y a une telle frustration, une telle aspiration à avoir un acteur important de référence dans ce domaine-là. Et j'en suis absolument persuadé, c'est le domaine dans lequel la France peut réussir. Un peu d'aide de l'État, ça ferait pas de mal. Pas d'aide, des contrats, comme tu dis. Et de l'aide par les contrats, pas par les c'est ça, mais pas par la subvention. On est d'accord. Mais c'est vrai qu'à un moment, nos données de santé hébergées sur des serveurs américains, la lutte antiterroriste appuyée sur une plateforme logicielle américaine, ça fait désordre. Il y a un sujet. Il y a un sujet. Et les Américains, c'est nos meilleurs amis, mais souvent, c'est aussi nos principaux concurrents. Et puis à un moment, leurs intérêts souverains exactement, peuvent s'opposer aux nôtres. Merci, Olivier. Olivier Dellenbach, donc le patron de ShapsVision, qui était avec nous sur Bismart.